Et donc, sans du tout paraphraser ce que vient de dire Dominique, ces 10 propositions, elles ont un but stratégique, c'est-à-dire convaincre les pouvoirs publics un peu d'avancer, de nous aider et d'entraîner toutes les collectivités en charge, en particulier les collectivités universitaires, la conférence des doyens, les collèges nationaux d'enseignement des disciplines, les structures, les sociétés savantes, les CNP, la FSM, l'ensemble des structures professionnelles et éventuellement, bien sûr aussi, les instances ordinales qui valident les formations et qui donnent aussi les droits d'exercer de manière un peu différente des États-Unis, mais qui sont nécessaires pour que quelqu'un puisse exercer en sécurité pour les patients et pour sa propre sécurité, être sûr qu'il agit dans les règles de l'art. Alors, dès que mon topo est sur place, mais ça va être très simple parce que c'est une note de synthèse. La fréquentation des cabinets ministériels m'a conduit à souvent à penser que les collègues qui sont dans les cabinets n'ont pas le temps de lire. Il leur faut une page, pas plus, pas 10 lignes, et parce que sinon on les entraîne dans des ça marche là sans le micro. On les entraîne dans des difficultés. Il faut vraiment qu'ils aient l'idée d'un plan d'action qui va sûrement être rapidement efficace, qui va apporter des solutions et qui seront mises au bénéfice de l'action politique des ministres qui sont en charge. Et vous avez vu qu'on a pu avoir la chance d'avoir les deux ministères ici présents qui ont inauguré, qui sont venus, qui ont participé aux travaux, nos deux ministères de tutelle. C'est très important parce que ça prouve qu'ils sont convaincus qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer le système de formation des opérateurs, aussi bien chirurgiens que médecins interventionnels. Et donc ça, c'est fondamental. Alors moi, j'ai retenu, parce que je n'avais pas prévu d'inscrire ça tout de suite dans mes supports visuels, mais en entendant le secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnel, parce que c'est lui qui a initié ici, hier matin, une idée nouvelle, qui est de mettre en phase la formation des chirurgiens de l'avenir avec les compétences des métiers d'avenir, qui sont en particulier liées à la numérisation de l'ensemble du dispositif de l'écosystème chirurgical. La science des data, savoir qu'on fait des registres, qu'on va avoir des logiciels, qu'il faut savoir maîtriser, qu'on va influencer les collègues qui font mathématiciens, statisticiens, qui vont faire des algorithmes d'exploitation des données, savoir ce que c'est une donnée structurée, etc. Donc tout ceci, aussi bien les outils de formation qui doivent être, comme on l'a appris avec Didier Mutter, avec tous d'entre vous, et que les systèmes structurés sont nécessaires pour mieux apprendre et font partie de la pédagogie. Et bien donc, il nous a proposé au sein du SGPI qui a de l'argent. Vous savez, SGPI, c'est le plan France 2030 pour lequel il a été doté de 53 milliards d'euros. Et une partie de cet argent est distribuée par une instance au sein du SGPI qui s'appelle la Direction de la connaissance, qui est pilotée par François Germinet, qui est un mathématicien, président d'université de Cergy-Pontoise, remarquable conseiller, très grand organisateur. Et donc, il gère le fonds sur les compétences métiers d'avenir. Ça marche par appel à manifestation d'intérêt. Les écoles de chirurgie seraient ici présentes seront toutes certainement susceptibles de répondre à un appel à manifestation d'intérêt pour proposer un programme intégrant ces compétences métiers d'avenir au sein de la maquette de formation des futurs chirurgiens qui entreront dans leurs écoles. Et donc, au sein des systèmes de simulation, c'est assez naturel, ça viendra assez facilement. On voit bien que déjà qu'un certain nombre d'écoles qui sont prêtes à ça, aussi bien celles de Rouen que celles de Nice, que celles de Poitiers. Vous allez toutes probablement pouvoir concourir. Et il faudra qu'au sein du SGPI, on ait, avec l'Académie nationale de chirurgie, désigné quelques experts neutres qui seront le plus à même de dire il faut financer prioritairement telle ou telle école. Et donc, on entrera dans cette mécanique-là. Puis après, bien sûr, si on est dans une logique de mutualisation, ceux qui auront eu de l'argent pour avancer dans ce sens-là auront probablement une charge morale de partager le résultat de ces travaux et de leur financement. Donc, l'acculturation à la science des data et à la chirurgie 4.0, dans le cadre de la mission confiée à l'ANC, en particulier, on a créé l'Observatoire national des pratiques opératoires innovantes, et qui a été validé par le SGPI et l'Agence pour l'innovation en santé,
c'est naturel qu'on entre dans ce contexte avec euh, on est déjà intégré avec Jean-Claude Couffinal, avec le secrétaire perpétuel, dans la construction avec l'AIS des projets pour les blocs opératoires du futur. Donc, concevoir les projets avec l'INSERM, avec toutes les structures qui réfléchissent à ça, avec le Haut Comité de la nomenclature, avec le SNDN, etc., l'ensemble des systèmes, des plateformes nationales, le HDH, le Health Data Hub. Donc tout ça, il faut travailler avec, pour comprendre quelles sont les orientations dans lesquelles l'Agence pour le numérique en santé vont nous être intéressés par ce qu'on va apporter aux futurs chirurgiens, aux futurs opérateurs. Donc après, bien sûr, on entre dans des problématiques plus professionnelles comme la généralisation de l'initiation à la chirurgie lors du deuxième cycle des études de médecine. On a vu avec le projet Prépa-Bloc la revalorisation de l'enseignement de l'anatomie. Tout le monde en a parlé, à quel point c'est important, en particulier pour la maîtrise de la simulation et l'intérêt pédagogique de la formation avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'anatomie 3D. Et évidemment, les outils nouveaux auxquels il faut réfléchir pour inventer une métrique de l'évaluation des aptitudes. On a vu avec Chris Simons à quel point c'est difficile en fait de dire combien d'actes il faut faire pour atteindre un niveau de compétence, un niveau de performance. Est-ce qu'on est comparable au pilote de chasse, etc. Dans quelles conditions on est stressé ou pas, etc. Tout ceci va influencer les résultats et la performance. Et donc, ça veut dire qu'il faut encore réfléchir sur les systèmes d'évaluation en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant l'IA, en ayant des datas exploitables sur le knowledge management. Si on n'est pas capable de faire ça, on est à côté de la plaque. Alors après, bon, là c'est la paraphrase, mais en fait la synthèse de ce qu'a dit Dominique, ce que vous avez mis au point, c'est l'idée d'une coopération au niveau régional déjà, ou interrégional dans un certain nombre de disciplines. C'est plus simple d'être en interrégional, on limite le nombre de centres et on va regrouper les différentes initiatives des CHU de la région sous une autorité commune. Après, la mutualisation nationale, euh, évidemment en phase avec les instances ordinales, décanales, etc., et administratives, un conseil national des écoles de chirurgie chargé d'harmoniser le fonctionnement des écoles de chirurgie régionales, fonctionnant en réseau, coordonné et fédéré. Parce que les écoles doivent être en réseau elles-mêmes. Et donc, partager finalement le cœur nucléaire de la transformation, c'est le système d'information. Et c'est le système de mise en réseau fédéré au sein même des apprentissages fédérés. Et là, je paraphrase Jean-Claude parce qu'il nous a appris ce que c'est les apprentissages fédérés hier et on a appris beaucoup de choses grâce à ton intervention. Définir les niveaux d'équipement, après, c'est un autre sujet et de mutualisation de ces équipements nécessaires concernant, on a bien vu, les collègues ont tous dit, simulation multimodale, en n'oubliant pas que la simulation elle-même induit et doit bénéficier de l'expérience du compagnonnage. Et mettre des étudiants des internes en auto-apprentissage, ça ne va pas parce qu'il y a un drop-out. On a vu déjà un certain nombre qui nous a présenté en neurochirurgie, je crois, le désintérêt à un moment, ça tombe. L'idée d'y aller, de faire de la simulation, il faut le soutenir. Parce que la motivation, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai les obligations de service, mes activités, je veux aller au tennis, etc. C'est comme ça la vie des internes. Ils ont envie de, et donc il faut arriver à les soutenir dans leur effort et leur donner une motivation pour y aller. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on va sûrement beaucoup travailler. Analyser les demandes d'équipement, ça c'est aussi un autre sujet pour peut-être harmoniser les efforts financiers et le partage intelligent. L'argent, on n'a pas des masses, on a vu, mais le partage intelligent de l'argent et de la coopération avec les industriels, il va falloir qu'on y arrive en essayant d'expliquer qu'on n'est pas dans les conflits d'intérêts, on n'est pas dans la loi anti-cadeau, on fait quelque chose qui est correct et qui convient aux besoins disciplinaires, aux besoins des instances nationales, régionales et locales. Alors peut-être, c'est une piste à mener, à travailler avec les experts du ministère des Finances, du ministère du Budget, trouver comment on peut créer un fonds
Chirurgie 4.0 France 2030 au bénéfice des écoles de chirurgie, dans laquelle, effectivement, peut-être le syndicat national des industries du médicament et des dispositifs médicaux, la MedTech, les startups, mais aussi les grosses boîtes, eh bien, le SNITEM, peuvent devenir des partenaires importants, consultés, effectivement, faisant partie des boards de formation. On peut faire comme le font les Américains, introduire les industriels au sein même des instances qui décident des programmes de formation, en essayant d'être le plus neutre possible, mais en même temps se rendre compte de c'est quoi l'état du marché, et on ne peut pas être à côté de la réalité. Et donc, il faut vraiment considérer que ce sont des partenaires et non pas des gens qui vont nous exploiter pour leurs propres bénéfices. Non, on a besoin d'eux. On peut pas une prothèse de genou, c'est pas nous qui la fabriquons, on a besoin d'eux. Et donc, c'est comme ça, et donc il faut faire avec. Alors, mais ça, c'est une culture nouvelle qu'il faut infuser auprès de nos administrateurs et de nos instances au-dessus. Les deux collègues qui étaient là représentant les deux ministres, c'est des ministres qui ont besoin eux aussi des industriels. Le développement des emplois autour de l'industrie de la santé, on en a besoin. Et c'est pas neutre, on a besoin pour faire que notre pays soit en avant et non pas à la traîne dans ce domaine qui est porteur de succès commerciaux et de développement des emplois. Après, bon, après, il y a une nécessité morale que nous avons qui est d'évaluer les formations sur la base de référentiels partagés obligatoires. Mais ça, on sait le faire. C'est notre boulot avec les collèges nationaux d'enseignement en phase avec les écoles de chirurgie, et c'est de dire, voilà, une maquette de formation correcte, incluant les compétences métiers d'avenir, c'est ça qu'il faut faire. Et on va l'offrir. Et on va le mettre en œuvre. Et les étudiants et les collègues sauront à quelle sauce ils vont être mangés, et en étant totalement d'accord avec ça. On a vu à quel point les jeunes chirurgiens qu'on a invités, c'est bien que l'Académie nationale de chirurgie montre que le chemin, travailler, dialoguer avec les jeunes, qui subissent nos formations, mais qui doivent devenir acteurs de leur propre formation. On a beaucoup parlé du compagnonnage avec des maîtres de formation, mais le compagnonnage interétudiant est fondamental. Il suffit d'aller chez Free, quand vous allez dans les startups qui font des logiciels d'intelligence artificielle, c'est pas avec des maîtres de stage qui pilotent tout que les choses se passent. C'est au niveau horizontal. On les met, vous allez chez Free, ils appellent ça la piscine. On met les développeurs ensemble dans le même bain. Et on leur dit, démerdez-vous pour sortir un programme qui va marcher. Et avec nos chirurgiens en formation, il faut les mettre en état de coopération entre eux, coopération en équipe, avec les anesthésistes, avec les ingénieurs biomédicaux, avec les techniciens, avec les ibodes, avec etc. Et donc, ça veut dire que c'est tout un ensemble qui doit être entraîné dans un processus de coopération et de validation et d'intervalidation. Parce qu'on sait très bien, entre collègues, celui-ci, il a déconné, il n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. On le sait. Et l'autocritique à l'intérieur, dans les staffs de post-stage, on prend l'exemple à Simu Santé. Quand vous faites un stage de simulation, vous filmez les stages. Après, il y a un débriefing avec l'analyse par les étudiants eux-mêmes de ce qu'ont fait les collègues. Et qui va noter les collègues? C'est eux. C'est entre étudiants qu'ils se notent, en disant non, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et le maître de stage est là pour dire oui, oui, il a raison, voilà. Et donc, c'est validé. Et donc, c'est une flip education. C'est-à-dire l'éducation inversée, elle doit venir de la base et non pas du sommet. Donc, cette réflexion pédagogique sur la flip education est fondamentale. Elle est beaucoup ignorée dans les établissements de santé, dans beaucoup d'universités, dans tous les domaines. On reste encore dans l'enseignement maître-élève. Or, c'est à l'inverse que ça doit se passer. Quand vous faites émerger au sein d'une communauté étudiante l'idée que c'est eux qui vont faire cours, ils vont se faire cours à eux-mêmes, entre eux. Et puis, il y a quelqu'un, un régulateur, qui est là pour influencer et dire oui, on va aller dans ce sens-là, etc. Ben, c'est peut-être ça l'avenir de la pédagogie. Et donc, il faut encore réfléchir sur la transformation pédagogique, organiser. Alors, on peut aussi évaluer les étudiants, mais il faut évaluer les écoles.
Il faut évaluer les formateurs, les directeurs d'école, les soumettre à un régime de contrôle. Et c'est pas aléatoire. Tu vas à la simulation, le chef de clinique, le docteur junior, il dit, c'est pas, il va pas envoyer quelqu'un à sa place. Moi, j'ai vécu ça dans de nombreuses occasions. On me disait, mais j'étais encore interne, je devais aller remplacer le chef de clinique parce qu'il voulait pas, parce qu'il y avait un programme, etc. Non, la formation, c'est une obligation. Et c'est pas quelque chose qu'on doit partager de cette manière. En tous les cas, il faut y participer activement, personnellement. Alors voilà, tout ceci peut être coordonné par un conseil scientifique indépendant international sous l'égide des ministères et de l'Académie nationale de chirurgie. Et puis au bout de 10 ans, d'abord au bout de 3 ans, puis après on peut répéter, les évaluations, elles changent, il faut changer et voir comment les collègues ont réussi à transformer le domaine dans lequel se sont développés. Il ne faut pas s'incruster dans des pratiques qui deviennent obsolètes. Et malheureusement, on le voit souvent en simulation. On répète des choses anciennes et il faut passer à l'étage supérieur, différent. Enfin voilà, pourquoi pas développer cet enseignement à l'international avec les écoles de chirurgie en francophonie et donc valoriser les travaux des écoles par des séminaires, des webinaires, des congrès organisés sous l'égide de l'ANC. Ben, c'est un prototype d'une organisation qu'on a faite ces deux jours. Je vous remercie d'avoir tous participé et je pense que je vais laisser la parole à notre président qui va peut-être conclure. Mais en même temps, on vous a réservé un petit cadeau. C'est Martin Itier qui est là, qui va vous inviter à un voyage un peu atypique qu'aucun d'entre vous n'a fait certainement. C'est un voyage dans l'Antarctique. Et il a fait ça en tant que médecin militaire en formation. Je ne sais pas exactement, il va vous raconter. Et c'est un collègue. Et donc, il réfléchit à cette médecine de l'extrême dans des conditions un peu très, très inhabituelles. Et il réfléchit également sur la médecine dans l'espace, comment on va éventuellement avoir à soigner des gens qui sont dans SpaceX et comment on va pouvoir éventuellement les ramener ou les opérer à distance, leur envoyer des médicaments avec la navette spatiale, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va y arriver. Alberto, Merci. avant de partir sur Mars, je voudrais rester un petit peu sur Mais Terre. c'est la fin, c'est le cadeau, hein, c'est la fin. Je voudrais rester sur Terre. Et je valide complètement tes 10 propositions, parce que effectivement, quand on a écouté, il y a quand même, je ne veux pas dire beaucoup de redites, mais il y a un certain consensus sur les causes. C'est-à-dire que tout le monde fait dans son territoire quelque chose qui est tout à fait valable. Et donc, il manque plus grand-chose pour avoir une harmonisation et une coordination nationale. Et donc, moi, je suis toujours très sensible à ces expérimentations qui doivent être évaluées. Et quand tu dis qu'il faut évaluer à 10 ans, c'est une excellente. Alors, pour les financements, moi, je ne suis pas si inquiet que ça. C'est quelque chose. C'est-à-dire que quand on arrive devant un financeur avec un vrai projet qui tient la route et qui est, je dirais, d'ampleur nationale, voire internationale, c'est quand même plus facile pour convaincre le financeur que quand on dit on va faire quelque chose. Et donc, tes 10 propositions sont à la fois excessivement très structurées et très porteuses d'avenir. Et c'est en ça que je valide. Et effectivement, l'Académie nationale de chirurgie a son rôle à jouer et l'assumera. Merci beaucoup. Merci beaucoup.